Qui était William Wade Harris? Dans le sillage immédiat de son ministère de 1913 à 1914, l'œuvre de Harris avait été vite dénoncée par les missionnaires catholiques comme celui d'un charlatan sans scrupules qui exécutait un complot protestant contre la mission. À la Côte d'Or, les missionnaires méthodistes et les pasteurs africains étaient divisés dans leur appréciation de l'homme dont ils ne savaient pratiquement rien, à part le fait qu'il avait eu des rapports avec l'église méthodiste au Libéria auparavant. Les missionnaires méthodistes anglais sont arrivés en Côte d'Ivoire en 1924 et leur appréciation de la succession du prophète William Wade Harris a fait d'eux une source principale de connaissances sur l'homme en question. Grâce aux recherches faites récemment, de nombreuses lacunes d'information et de compréhension n'existent plus et nous pouvons mieux comprendre l'homme derrière le prophète. Jusqu'à l'âge de 12 ans, Wade, qui est né vers 1860, a vécu dans un village traditionnel grebo au littoral et de Cap Palmas au Libéria. Fils d'un père païen, il déclarait qu'il était né méthodiste. Cela indique que c'était à l'époque où les convertis étaient obligés de quitter le village païen pour aller au village chrétien de l'autre côté du lagon, à Alfgawe. La mère de Wade, de manière exceptionnelle, a pu vivre sa vie de foi au sein d'une vie de famille traditionnelle avec tous les sacrifices, la divination, la sorcellerie et les influences du médecin de campagne. L'autre exposition importante au christianisme à cette époque traditionnelle était la campagne évangélique inefficace lancée de temps à autre dans le village par les missionnaires épiscopaliens. Une deuxième période qui a eu lieu dans son adolescence a vu son exposition intense à la civilisation. Il a passé 6 ans chez son oncle maternel, le révérend John Lowry, qu'il a pris comme écolier dans sa maison de pasteur, maître d'école méthodiste à Sinoé. Parmi les Libériens immigrés en dehors du territoire grebo et loin des influences de la vie traditionnelle, Lowry était un ancien esclave converti et éduqué à Freetown et était un prédicateur et un enseignant remarquable. Il a baptisé Wade et lui a sans doute donné le nom William Harris. Il lui a aussi appris à lire et à écrire en anglais et en grebo. Même s'il n'était pas converti à cette époque, Harris a été marqué définitivement par la foi, la piété, la discipline et la culture biblique de Lowry, ainsi que par son rôle d'homme de la Bible dans la société. Cette période s'est terminée par 4 voyages que Harris a fait en qualité de crowboy, garçon croc, membre de l'équipage, souvent de descendance ethnique croc, à bord de vaisseaux anglais et allemands qui allaient à Lagos, au Gabon, et une autre période en qualité de chef de crowboy qui travaillait dans les mines d'or à l'intérieur du pays, près d'Axim, sur la Côte d'Or. Lors d'une période de renouveau spirituel à Upper et à Cap Palmas, quand il avait à peu près 21 ans, Harris a été converti dans l'église méthodiste par l'appel du test
dans Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et accomplis les œuvres d'autrefois. Prêché par le pasteur libérien, le révérend Thompson. Bien des années plus tard, il a dit, le Saint-Esprit est venu sur moi. J'ai commencé à prêcher dans la première année de ma conversion. Cette nouvelle période chrétienne a été marquée par son mariage chrétien en 1885. Il a épousé Rose Farr, la fille d'un enseignant du catéchisme épiscopalien, John Farr, qui venait du village chrétien de Alfgrawey. Harris, qui était maçon, a bâti une maison dans le village. Une maison qui avait tous les traits d'un chrétien civilisé. Toit en tôle d'acier, 2 étages, fenêtres avec volets, cheminée, etc. En 1888, il a été confirmé dans l'église épiscopalienne par le premier évêque libérien, Samuel D. Ferguson. À l'époque, l'église méthodiste devenait de plus en plus faible et elle était surtout libérienne, tandis que l'église épiscopalienne était en bonne forme financièrement et travaillait surtout parmi les gribauds. En effet, Harris a condamné son action par la suite, mais avec plus d'éducation et grâce à une réussite en 1892, quand la tribu a accepté d'observer le sabbat. L'évêque avait appelé le sabbat la lame aiguë de la cale de notre église. Harris a été nommé enseignant adjoint et catéchiste pour son village natal. Dans le contexte d'une ascension sociale associée à la civilisation et au christianisme, Harris a été un agent payé dans la structure épiscopalienne pendant plus de 15 ans, jusqu'à la fin de l'année 1908. D'abord, simplement catéchiste, ensuite chargé de l'école du dimanche d'un village. Il est devenu lecteur laïque et ensuite directeur adjoint de son église. Dans l'école, il était passé d'enseignant adjoint à enseignant et ensuite à la direction de petits pensionnats où il avait été précédé par son beau-père et son beau-frère. En dehors des domaines de direction de l'église et la mission, il est devenu interprète officiel du gouvernement en 1899 et a profité du prestige accordé à l'agent de liaison entre les fonctionnaires locaux libériens et les populations grébo-indigènes. Cette période, dans l'ensemble, a été tragiquement marquée par un conflit intense entre les Noirs indigènes et les Noirs américanisés. Si au début, Harris était du côté des pressions civilisantes de l'église épiscopalienne et des formes étrangères de la République libérienne, il est clair qu'à mi-chemin de cette période, sa loyauté commençait à se déplacer de manière importante. En 1903, il a été provisoirement relevé de ses fonctions de direction de l'école et rétabli en 1905. Mais il était clair que ses sympathies étaient du côté du peuple grébau plutôt que du côté du régime libérien. Au cours de cette évolution, 2 modèles de pensée importants étaient en jeu pour Harris. La très grande influence d'Edward Blyden, né aux îles Vierges et proéminent au Libéria, le noir le plus éduqué et le plus capable de s'exprimer clairement à l'époque, parlait sans cesse du manque d'efficacité et de l'impartialisme culturel des missions occidentales
et était fermement du côté d'une église autonome et panafricaine. En même temps, il était convaincu que le salut politique du Libéria ne pouvait venir que d'un protectorat britannique. Mais aussi, à Cap Palmas, l'ami de Blyden, le prêtre sécessionniste Samuel Seton, avait déjà créé en 1887 l'église séparatiste de l'Église du Christ sous l'influence du leader religieux américain Charles Russell, qui avait fondé le groupe qui deviendrait par la suite les Témoins de Jéhovah et dont les écrits apocalyptiques arrivaient en masse dans la région malgré l'opposition de l'évêque Samuel Ferguson. Pendant la deuxième moitié de 1908 et s'appelant le secrétaire du peuple gréoué, Harris a employé les menaces, la violence et les pratiques occultes pour manipuler les chefs grébaux locaux, les amenant à être du côté des Britanniques et contre la République. En février 1909, lorsqu'un coup d'État auquel Blyden a participé a échoué, le co-conspirateur Harris, au risque de sa vie, faisant flotter le drapeau britannique à Cap Palmas dans l'attente de la prise de pouvoir des Anglais, à laquelle il avait beaucoup donné. Son arrestation et son emprisonnement à Upper Cap Palmas, au Libéria, ainsi que son tribunal et sa condamnation pour raison de trahison lui ont valu une amende de $500 et une peine de prison de 2 ans. Après avoir versé le montant de l'amende, il a été mis en liberté conditionnelle, mais il avait perdu son travail avec l'église épiscopalienne et avec les autorités libériennes, pour qui il avait travaillé pendant 9 ans. Il a défié les thèmes de sa mise en liberté conditionnelle et il s'est mis à prêcher avec vigueur contre le régime libérien et à soutenir la désaffection, l'armement de la population locale. Quand la guerre a éclaté en janvier 1910, il s'est retrouvé en prison, sans doute à cause du fait qu'il n'avait pas respecté les conditions de sa mise en liberté. La guerre que les troupes du Libéria, soutenues par un vaisseau de guerre américain, ont gagné était un débâcle total pour les Grébaux. La population en fuite, les villages pillés, des amendes, une relocalisation forcée et la guerre la plus chère de toute l'histoire de la jeune République. Harris était en prison, déprimé par le cours des événements, et c'est là, vers juin 1910, que son avenir prophétique a été déterminé. La vocation du prophète William Wade Harris dans notre prochaine vidéo. Merci pour votre attention.